La noblesse de la boue. Chapitre 3. La course à la verrouille s'organise dans un vacarme indescriptible, à grand renfort de sonos mal équilibrés. Il règne ici une atmosphère étrangement inconfortable. Deux ambiances différentes, comme du musette et du rock, jouées dans un même espace. Ça vous fait sentir forcément mal à l'aise, nauséeux. Décidément, ils auront du mal cette année à faire croire au bonheur. Chaque deuxième week-end de juillet, et ceci depuis toujours, ce petit coin sur la rive de la Canche accueille un tournoi de verrouille. En principe, il fait beau. Aujourd'hui, le ciel menace. Il ne manquerait plus que ça. En principe, il n'y a pas eu non plus de suicide mystérieux. Serait-ce le début d'une ère nouvelle ? Les participants arriveront bientôt leur verrouille sur le dos, tels des escargots transportant leurs coquilles. La verrouille est une petite embarcation artisanale faite d'une peau tendue, goudronnée, fixée sur une sorte de panier, suffisamment grande pour accueillir un homme, mais si légère qu'elle peut aisément être transportée d'un bras sur le dos. Le seul fait qu'un solide gaillard comme Stéphane puisse s'y tenir assis dépasse l'entendement. Lui que l'on imaginerait plus facilement sur un terrain de rugby. Stéphane est la vedette locale, l'enfant du pays qui a réalisé voilà quelques années la performance de traverser le lac avec sa verrouille. Exploit qui lui valut une inscription sur le livre des records. Les concurrents affluent de toute la région pour le défier. Des paris seront lancés, on y boira beaucoup. Chaque année, la compétition de verrouille constitue la plus importante animation locale. C'est également la fête des beaux jours, une journée champêtre bon enfant. Les amateurs et les visiteurs s'installeront en famille sur les rives de la Canche. Certains pique-niqueront. La terrasse sera vite trop petite, pourvu qu'il ne pleuve pas. La jeune femme a mal dormi, tournant et retournant dans son lit. Serait-ce l'influence de cette éclipse de lune en début de ce 3e millénaire qui aurait bousculé les jeux ? Faut-il applaudir ou déplorer la disparition de Lady Anna ? Son décès sonne-t-il la fin d'une certaine insouciance ? Dominique serait de mauvaise humeur si elle pouvait se le permettre. Il lui faut malgré tout entamer cette nouvelle journée de travail. Elle a envie de fuir, de laisser tout ceci qui ne sera décidément plus jamais comme avant. Elle pourrait partir avec le premier venu. Ce premier venu n'est pas terrible. Accoudé au comptoir, mal rasé pour ne pas dire pas rasé du tout. Il sirote un bourbon et fume ce qui peut être apparenté à une cigarette. Une sorte de cigarette préhistorique. Ce premier venu en question sent un peu la nicotine et le reste. Dominique l'observe. Ce n'est pas la course à la verrouille qui l'intéresse, ni l'eau en général d'ailleurs. Apparemment, ce n'est pas elle non plus. Il s'est fait servir sans même lui accorder un coup d'œil. Son regard examine chaque visage excepté le sien. Il ne l'a pas encore remarquée, tout comme si elle était transparente. À gauche de Dominique, deux types occupent l'autre extrémité du comptoir, un croisement entre les deux Dupont et l'inspecteur Gadget. Imperméable et lunettes noires, comme échappé d'un film de Godard. Le plus baraqué des deux est chauve, alors que son acolyte est, lui, coiffé comme une moquette, frisé, en brosse très court, tirant sur le roux. Il est évident qu'ils ne sont pas là non plus pour s'amuser, ni pour le tournoi de verrouille. Ils tournent le dos à la rivière. Tous deux épient les allées et venues de chacun. Ils n'ont pas échangé 2 mots depuis leur arrivée. Quant à un sourire, il ne faut pas y penser. Décidément, Dominique est bien mal entourée. Elle préférerait, et de loin, être seule pour entretenir sa mélancolie. La journée, censée être festive, promet d'être longue et ennuyeuse. Ces gens gâchent le paysage. Si elle appartenait à la police, elle les arrêterait tout de suite, à moins qu'ils n'appartiennent à ce service. Tout à l'heure arriveront ceux qui s'amusent vraiment. Ils parleront fort et seront tout aussi agaçants.
Son attention se porte à nouveau sur le premier venu, à sa droite. Bien que muet et aveugle, il paraît tout de même plus sympathique. Entre deux clients, Dominique l'observe furtivement. Ce garçon n'est pas d'ici, il est seul. D'où vient-il? Où va-t-il? Elle souhaiterait savoir ce que cache le lascar. Qui est-il? Ses mains fines et délicates, un peu comme celles d'un musicien ou quelqu'un d'autre de raffiné, ne correspondent pas au personnage plutôt rustre. L'inconnu toussote en se masquant la bouche, ce qui arrive parfois aux amateurs de cacahuètes mises sur le comptoir à la disposition de la clientèle, les fins de semaine et les jours de fête. Influencée, il faut bien l'admettre, par les événements récents, la barmaid voit en ce geste anodin le reflet d'une élégance rare, qui n'est pas sans lui rappeler quelqu'un. Assis là, précisément à la même place, il n'y a pas si longtemps. Le nouvel arrivé a réellement quelque chose de Christopher. Ce n'est peut-être pas frappant au premier coup d'œil. C'est plutôt dans sa physionomie et sa façon d'être que l'on peut noter une connexité morphologique à qui sait observer. Dominique ne s'en prive pas. Elle le regarde maintenant avec tant d'insistance que n'importe qui s'en sentirait gêné. Lui ne donne pas l'impression d'en être conscient. À part la cassure du nez, le haut de son visage et la nature de sa chevelure sont très ressemblants. Malgré un maintien très relâché, sa corpulence est identique. Son timbre vocal n'a pas pu être jusque-là comparé. Il s'agit du même gars en négatif. Il pourrait s'agir d'un cousin pauvre, un gentleman au rabais. C'est un autre Christopher qui aurait fait tant d'efforts pour ne pas être reconnu qu'il serait stupide de sa part de venir s'asseoir là, précisément sous les yeux de Dominique, à l'endroit exact où il a été vu la dernière fois. Elle est de plus en plus convaincue du bien fondé de son observation. Dominique est tentée d'interpeller les habitués, de les interroger et de demander leur avis. Mais elle ne peut pas se permettre d'attirer l'attention sur cet homme qui, visiblement, souhaite avant tout qu'on lui fiche la paix. Motus donc, Dominique a d'ores et déjà choisi son camp. Avec l'intuition aveugle de l'oisillon sorti de l'œuf, qui décide de faire confiance à la première personne venue, Dominique vient de décréter que ce gars-là est un mec bien. Enfin, suffisamment correct. Elle va tenter de s'y accrocher. Si tout se passe bien, il pourrait être son Christopher. On peut rêver. Rien de tel qu'un challenge pour vous changer les idées et vous redonner le moral. Il va falloir dans un premier temps réussir à attirer son attention et autant que possible l'intéresser. À quelques pas de là, la course à la verrouille bat son plein. Le départ est donné. Les badauds assoiffés ont rempli la terrasse. Il s'agit pour la plupart des familles des participants et de la presse locale. Il faut préciser que l'événement est unique. C'est la seule course de ce type de l'année et de la région, autant dire du monde. Dominique est beaucoup plus occupé qu'à l'ordinaire. Il lui faut aller, venir, rentrer et sortir. Ce qui ne l'empêche pas de surveiller son protégé avec moins d'insistance, mais tout autant de résolution, comme s'il s'agissait d'une mission qu'elle ait été chargée d'accomplir. Au milieu de ce tumulte, le téléphone retentit, celui de la cabine téléphonique juste derrière le comptoir, dans le hall de réception. Seulement voilà, ce téléphone-ci n'est pas celui de la réception. Donc, Christelle, la réceptionniste, n'y répondra pas. Cela ne rentre pas dans ses fonctions. Et puis, ça l'obligerait à décoller son derrière de sa chaise, ce qui est exclu. Même un jour comme aujourd'hui où Dominique est débordé. Ce téléphone est une cabine à pièces. Il est utilisé par les clients du bar. Quand il lui arrive de sonner, Dominique répond, sauf si quelqu'un attend une communication et s'empresse de décrocher avant elle. Elle comprend dès la deuxième sonnerie que ce ne sera évidemment pas le cas cette fois. Cette cabine est un peu son confessionnal, où elle apprend des tas de choses sur ses clients.
Nul ne se méfie, mais, adossée contre la cloison de bois léger, la tête légèrement inclinée, elle entend tout. Il s'agit le plus souvent de petits mensonges domestiques ou complots professionnels. Tout ce joli monde-ci dévoile sans méfiance, se croyant isolé. On demande Joe Bennett au téléphone. Joe Bennett, à l'appareil. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Joe Bennett? Téléphone. Dominique, passablement énervé, crie de façon à être entendue jusque sur la terrasse, tout en brandissant le combiné comme si elle s'adressait à un groupe de malentendants. L'élu, placé seulement à moins de 2 mètres, lève alors le doigt, un peu comme en classe. Dominique, consciente de sa négligence, soudain gênée, lui montre le récepteur. Son index droit décrit un cercle lui indiquant de passer derrière elle pour rejoindre la cabine. Il eût bien sûr été plus commode de le faire passer par le couloir, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Elle va profiter de ce contact inespéré pour le jauger, apprécier avec précision les dimensions de l'homme et lui effleurer la main. À l'instant où, presque coincée dans la brasure de la porte, elle constate avec la même exactitude qu'elle ne produit sur lui aucun effet. « Merci, mon chien, se dit-elle navrée. Pour anoblir ce balourd, il y a du travail. Il faut reconnaître que côté discrétion, elle a été plus que nulle. Il lui est rarement arrivé d'être aussi maladroite. À peine dessaisie du téléphone, elle fut appelée à l'autre bout du comptoir et dut, à regret, renoncer à écouter l'entretien de Joe. Même si son cœur n'y est plus, elle se doit de donner d'elle-même l'image d'une professionnelle disponible et compétente. Servir à boire, encaisser, répondre au mieux à chaque sollicitation, gentillesse ou taquinerie. Le service a ceci de commun avec la scène, donner à chaque instant l'illusion. Les deux compères en impair qui, jusque-là, paraissaient docires, s'agitent et semblent soudain bien ennuyés. Privé de la teneur de la conversation de la cabine, Dominique se contentera des propos brefs échangés entre les deux faux flics, vrais sales gueules. « Ce gars-là attend un contact, bordel. Nous n'allons pas le lâcher, bordel. La plaque de sa voiture sera déchiffrée dans moins d'un quart d'heure maintenant. Avec son identité, bordel. Il nous suffit d'attendre, bordel. Il est cuit. » Tous deux affichent maintenant un air de satisfaction qui ne peut qu'inquiéter la barmaid. Elle se reproche encore plus vivement d'avoir dévoilé de façon aussi absurde l'identité de son protégé. Elle a vu juste, il y a quelque chose de louche là-dessous. Au moment où Joe sort de la cabine, empruntant bien évidemment le même passage derrière le bar, Dominique se dit qu'elle doit se rattraper. Il lui faut être naturelle et convaincante. Il n'y aura pas de seconde occasion. Elle recule un verre à la main, puis se tourne brusquement, tombant presque dans ses bras. Comme si elle avait fait cela toute sa vie, n'osant le regarder dans les yeux, elle renverse le verre sur le garçon. Le rouge de ses joues n'est pas fin. Bredouillant des excuses confuses, elle se met aussitôt en devoir d'éponger énergiquement son pull et en profite pour débiter sa mise en garde avec nervosité. « Ne regardez pas maintenant derrière moi. Les deux types en impair, ils sont après vous. » Dominique se sent nul, pas du tout satisfaite de sa prestation. Bien qu'il ne donne même pas l'impression d'avoir compris, elle espère néanmoins avoir fait passer le message. À l'instant où Joe, roulant les mécaniques, regagne sa place, le café se vide. Tous les clients ou presque sortent pour constater que, cette fois encore, c'est bien Stéphane qui mène la course. Cependant, tout n'est pas joué. Ils ne sont pas encore à la moitié de l'épreuve. Les participants ont quitté l'auberge, ils ont remonté la Canche au plus près de la source au niveau du pont du Diable, où ils ont effectué une boucle avant de redescendre, repassant bien sûr devant le Toupin. Il s'agit de la première partie. Ils repassent donc à cet instant devant l'auberge, mais ne mettent pas pied à terre sous peine de disqualification. Ils enchaînent la seconde boucle, plus en aval.
Les encouragements couvrent la voix sourde de la rivière. Ils reviendront, bien plus tard, à leur point de départ. Cette fois seulement, le gagnant sera reconnu et la course terminée. Il peut encore s'en passer. Tous espèrent une surprise. La jeune Barmette profite de cette accalmie pour éponger son zinc. Elle espère aussi pouvoir souffler un peu. C'est cet instant que choisit un des deux inspecteurs pour se rendre à la cabine téléphonique. La serveuse est bien décidée cette fois à ne pas se laisser déranger et à capter le maximum d'informations. Elle s'installe donc, le plus naturellement du monde, à son poste d'écoute dans les conditions optimum d'audition, tournant résolument le dos à la clientèle, ignorante et sourde à toute sollicitation. « J'ai du nouveau, il s'appelle Joe Bennett, peut-être un Américain. Qu'avez-vous sur sa plaque ? Comment ça, il n'a pas passé la frontière ? C'est un comble. Oh, il est fort, hein ? Il ne fera pas un mouvement sans qu'on le file. Il est fort. Ok. Oui, nous serons prudents. Il est fort, hein ? Je te rappelle. Feignant de nettoyer son optique de black and white, Dominique entendit tout, mais ne comprit pas grand-chose si ce n'est que son protégé est fort, très fort, beaucoup plus fort qu'il ne laisse paraître. Heureusement pour lui, car honnêtement, il n'a pas trop d'allure. Elle se retourne fièrement, mission accomplie. Le bon petit soldat au service du héros. Joe, cette fois, la regarde avec juste ce qu'il faut d'intérêt pour ne pas éveiller de soupçons. C'est la première fois que leurs regards se croisent. Il ne se passe rien, ni décharge électrique, ni lâcher de colombe. Il semble que ces deux-là se connaissent depuis toujours. Dominique lui adresse une grimace révélatrice du genre « ça ne s'arrange pas ». Nonchalant, Joe quitte le lounge, son verre à la main sous le regard lourd des deux imperméables. Une surveillance rapprochée s'il en est. Dominique, qui a craint un instant que son protégé ait fait fi de sa mise en garde et ne s'apprête à fuir, se sent soulagé de le voir s'installer en terrasse bien en vue. Assis de cette façon face à la rivière, dos au bar, il donne presque l'impression de s'intéresser à l'animation locale. Il est fort, se disent les imperméables. Il est fort, se dit également Dominique. Déjà, le flux des amateurs de verrouille remonte de la rivière par petits groupes. Certains ont promené leurs verres. Crier leurs conseils, leurs reproches aura donné soif aux supporters. Ils ne tarderont pas à envahir le comptoir. Dominique se hâte donc de nettoyer, ranger, réapprovisionner. Elle ne fit pas attention, et ce sont les deux imperméables qui lui feront remarquer « Mademoiselle, le monsieur à la terrasse, il vous appelle. » En effet, Joe claque des doigts pour appeler le service. En général, cette attitude aurait plutôt le pouvoir d'exacerber le serveur et de freiner son efficacité. Dominique s'en fiche, décidément, elle n'aura pas une minute de répit. Aussitôt, comme prise en faute, le rouge aux joues, elle se précipite, ramasse un plateau de service, une éponge et sort avec précipitation, comme elle l'aurait fait pour quiconque. « Apportez-moi un autre bourbon, s'il vous plaît. » Joe poursuit en lui recommandant d'être discrète. Il lui demande également de bien vouloir sécher la table. Cette fois-ci, c'en est trop. La jeune serveuse commence à montrer des signes d'irritabilité. Elle prétend connaître son métier. Elle sait ce qu'elle a à faire. Ce n'est pas monsieur je ne sais qui va lui apprendre son travail. Elle sait très bien aussi ce que monsieur attend d'elle. Aussi vite que son poignet s'agite pour éponger la table, elle débite textuellement, sans même lui accorder un regard, les propos entendus dans la cabine, comme pour se soulager d'un fardeau et en finir avec cette histoire. Puis elle s'empare avec vivacité du verre fraîchement vidé. Alors qu'elle tourne les talons, elle s'entend dire « Je vais avoir besoin de vous. » Alors là, c'est la meilleure. Si je veux, pense Dominique qui profite d'être dehors pour ramasser les verres sales sur les autres tables. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Elle sait très bien que personne ne viendra le faire à sa place. Sans lui témoigner le moindre intérêt, elle repasse fièrement devant son client.
Il est marrant, lui. Dominique prend alors subitement conscience qu'il existe une sérieuse différence entre mettre en garde et s'impliquer personnellement dans une aventure qui, sans savoir le définir, sent déjà fortement les embrouilles. Elle n'aura pas trop des 5 minutes nécessaires au service du dit Bourbon pour mettre de l'ordre dans ses idées. Il faudra bien qu'à l'instant où elle se présentera et posera le verre sur la table, elle sache avec précision jusqu'où elle peut aller dans son assistance. 5 minutes, c'est bien peu. Même s'il lui avait été donné une demi-journée de réflexion, elle n'aurait pas su davantage fixer sa décision. Son esprit est troublé, elle ne se reconnaît plus. C'est donc tiraillée, torturée, déchiquetée, incapable de savoir ce qu'elle veut, qu'elle se présente, Bourbon sur plateau. Elle décide de ne pas parler la première. C'est donc Joe qui amorcera le dialogue. « Je dois me rendre chez Christopher Davidson, récupérer une statuette. »« Lady Anna est morte. » Joe la dévisage comme si elle avait soudainement perdu la raison. Il n'attendait pas une telle réponse. Il ne connaît pas Christopher et ne saisit pas le rapprochement. « Lady Anna est morte, » répète Dominique comme pour se convaincre elle-même. « Vous ne pouvez pas y aller. Elle est comment votre statuette ? Nu, féminin, genre nana, en terre cuite. J'irai à votre place. Je termine à 15 heures. Vous êtes surveillé de toute façon. Vous ne pouvez pas bouger. Vous restez ici. » Avec autorité, elle termine cette phrase qui sonne bien comme un commandement. Elle, qui hésitait il y a quelques minutes à s'impliquer, comprend avec effroi qu'elle pourrait tout aussi bien se voir évincée de cette aventure purement et simplement. Comme s'il s'agissait d'une chance unique qu'elle craignait de ne plus jamais retrouver, la curiosité domine à présent la sagesse. De son côté, Joe se dit que 100 000 francs, ça ne vaut probablement pas plus que de rester là, le cul sur sa chaise, à siroter un excellent bourbon. Après tout, il n'a pas été stipulé qu'il doive lui-même récupérer l'objet. Il le rapportera, bien sûr. Il empochera le solde de son dû, évidemment. Cette fille n'a d'ailleurs pas parlé d'argent, il s'en gardera bien. Joe passera donc l'après-midi à regarder les gars pagayer à travers les moustiques dans ces espèces de gros paniers noirs, au risque de se rompre le cou, tout ça pour une coupe minable et une photo dans le journal, pendant que lui va empocher 100 000 francs tout en savourant sa fainéantise. Si ce n'est pas de la chance. Leur échange n'a pas duré 2 minutes, largement assez peu pour ne pas mettre la puce à l'oreille des deux imperméables. Dominique se sent revivre depuis sa prise de position. Elle décide d'étouffer une fois pour toutes la petite voix, déjà lointaine, qui lui reproche de s'occuper de ce qui ne la regarde pas, de protéger un type surveillé par les forces de l'ordre, et patati et patata. Bien entendu, il est toujours plus aisé de ne rien faire. Qu'y a-t-il de malpropre et de répréhensible à aider son prochain ? Se rendre chez une amie afin de récupérer un objet, ce n'est tout de même pas dépouiller une morte. Soucieuse de ne pas transgresser l'ordre, elle se voit maintenant comme le maillon essentiel d'une chaîne vertueuse. Dominique va endosser le rôle de Lady Anna et dans l'ultime livraison qu'elle n'a pas honorée faute de temps. Grâce à son intervention, en effet, un être supérieur, pur et sacrifié, une sainte, va pouvoir reposer en paix. Il est temps qu'elle construise sa propre existence et vive ses propres choix. Dominique doit cesser de subir et d'avoir honte, en se libérant de la culpabilité qui lui obstrue les voies respiratoires. Quand une histoire s'achève, il faut tout changer sans perdre de temps dans l'attente d'une amélioration. Un ras-le-bol vient tout juste de germer, à moins qu'il ne fût déjà quelque part dans sa tête. Dominique ressent comme jamais une soudaine envie de vivre enfin. 15 heures, nous n'y sommes pas encore, il est à peine 13 heures.
La barmaid s'étonne de cette nouvelle énergie qui l'habite et qu'elle n'espérait plus. Portée par des ailes invisibles de son pas vif, léger, patineur, elle s'applique à satisfaire ses clients comme dans ses meilleurs jours. Elle domine et supplante l'autre Dominique, celle-là même qui, il y a peu de temps, traînait ses pieds lourds et sa mauvaise humeur, retenant son envie de pleurer sur sa médiocrité. Elle a le sentiment d'avoir fait le bon choix, d'être du bon côté. Mieux vaut ne pas se tromper.